Et bah trop cool. Aujourd'hui, c'est un sacré plaisir de te recevoir sur le podcast, Alexis. Content aussi parce que c'est ce que je te disais juste il y a 2 minutes auparavant. Je relance le podcast avec une nouvelle énergie et je suis très content que ça soit toi qui rouvre le bal. Surtout que c'est une bonne anecdote. J'aime bien raconter des petites anecdotes au début des podcasts en disant que je me rappelle il y a un an en arrière, on avait fait un épisode, un live Insta. Mhm. On avait eu quelques bugs, mais en tout cas, on avait transmis pas mal de valeurs et c'était important pour moi de te revoir. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu te présentes? J'ai réfléchi tout à l'heure en fait. Je me suis dit en fait c'est une phrase d'une des plus difficiles pour les De personnes ouf. qu'on a en podcast et pour se présenter. Si je devais me présenter, je dirais que je suis un jeune papa euh, passionné et obsessionnel sur la psychologie, la spiritualité et le transgénérationnel, au service de la performance et du bonheur des gens. Et la particularité, c'est que moi je coach aujourd'hui exclusivement des chefs d'entreprise, ou solopreneurs ou chefs d'entreprise pour leur permettre de trouver de la sérénité et d'avoir aussi cette capacité d'emmener leur entreprise à un autre niveau. Voilà comment je pourrais me présenter en quelques lignes. C'est super classe. Et je te rejoins, c'est c'est un exercice, il est pas facile. Tu as eu raison de faire la petite anti-sèche. Mais j'aime bien la poser parce que, encore une fois, on aura beau se présenter 10 000 fois, jamais ça se ressemblera. Mais en tout cas, c'est très classe. Et c'est aussi pour ça que ça m'a donné envie de t'inviter parce qu'il y a plein de sujets dans lesquels je me reconnais énormément. Euh, Sur le podcast, j'ai l'habitude de faire une petite session, comme je te disais, sur l'aspect perso. Est-ce qu'il y a des événements marquants de ton enfance, de ton passé, que moi je dois savoir, que les auditeurs doivent savoir, pour en connaître un peu plus sur le Alexis que j'ai devant moi? Ouais, aujourd'hui, j'ai pas de difficulté à prendre la parole autour d'un podcast, de prendre la parole pour mes clients ou pour essayer de partager sur ma chaîne YouTube ou autre. Il faut savoir que moi, j'étais le genre de personne qui croyait que sa parole n'avait aucune valeur. Hmm. J'ai pensé pendant très très longtemps que, que je valais rien en fait. Donc ça donne un petit garçon un peu timide qui se fait très très peu d'amis parce qu'en fait, quand tu crois que t'as pas de valeur, tu peux pas te faire des amis en fait. Parce que tu estimes que, en gros, une sorte d'amitié, c'est un transfert de valeur. Et donc j'arrivais pas à me faire d'amis. J'étais extrêmement froid, c'est-à-dire que, d'ailleurs c'est encore un peu valable aujourd'hui, c'est que quand on me rencontre au premier abord, je peux être extrêmement froid, mais en fait c'est une sorte de rigidité, c'est un peu un reste d'une vieille coquille pour me protéger. Donc enfant très timide, très très à l'écart, qui a toujours eu l'impression que il voyait le monde sous un autre spectre que les autres. Euh, Notamment sur la connexion à l'invisible. Et ça, on va dire que c'est valable de quand je suis né jusqu'à 18 ans. Il faut imaginer que je suis le genre de personne qui a eu ses premiers amis, mes vrais amis, Hmm. à l'âge de 19 ans. Ok. Et le truc qui m'aide, c'est que je fais beaucoup de courses à pied et que je suis athlète, et que je rencontre des gens qui étaient dans mon lycée pendant l'entraînement, et c'est ces mêmes personnes-là qui sont encore amies avec moi aujourd'hui. Hmm. Donc c'est vraiment un petit garçon timide, qui croit pas en lui, qui n'ose pas trop se montrer non plus, et qui imagine qu'il a aucune valeur. Ça, c'est vraiment mon enfance, quoi. C'est ton enfance en tout cas, ce qui dit que de jusqu'à tes 18 ans en particulier. Ouais. Euh, j'ai deux questions qui me viennent. Tu as parlé de cette coquille donc, qui t'est restée jusqu'à tes 18 ans. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette coquille? Même si je pense que très naturellement, avec les sujets qu'on va aborder, ça va revenir. Mais ouais, dis-nous en plus sur ces coquilles qui sont restées et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un Alexis dans l'enfance qui était comme ça. Bah, en fait, pour moi, c'était vraiment une coquille de protection parce que Hmm. quand tu crois que t'as pas de valeur t'as- et que tu crois pas en toi, entre guillemets, au fait que tu as de la valeur pour les autres, euh, tu passes ton temps, en fait, à te mettre dans une sorte de coquille pour être un peu invisible. Ça fait dans la classe bah, la personne qui te connaît, mais finalement qui te connaît pas, quoi. Ouais, il est dans telle classe, mais voilà. Et en fait, pour moi, c'était même pas une coquille, tu vois. À l'époque, c'était vraiment plus une carapace. C'est la carapace de Bernard l'ermite qui enfoncé dans son truc et qui fait tout en fait pour se protéger de l'extérieur. Mais ce qui se passe, c'est que vu de l'extérieur, bah, ça fait quelqu'un qui est un peu isolé, Hmm. qui n'est pas trop compris et bah, qui du coup se fait pas d'amis parce que c'est pas très très cool ces gens-là, quoi. Vraiment pas. Yes. C'est intéressant. Il y a un moment particulier que tu as mal vécu vis-à-vis de cette situation. Comment tu l'as vécu en fait, ce qui m'intéresse. Franchement, pendant toute ma scolarité, je l'ai très très mal vécu. Si j'ai des exemples précis, je pense que vers la troisième, toi, période préadolescence, euh, j'arrivais pas à m'insérer avec les autres. Hmm. J'avais toujours l'impression que les gens pouvaient me juger
Et vu que moi, j'estimais que j'avais pas de valeur, je voyais toutes les interactions comme une critique ou comme quelque chose de... Comment je pourrais dire ça? Un peu comme une agression, tu vois. Hmm. Et sauf que quelqu'un qui se sent tout le temps agressé, son principe, c'est comme le principe un peu animal. C'est pour ça que j'adore l'étude du comportement. C'est bah, qu'est-ce qui fait une personne qui a l'impression qu'il est agressé, bah, il aboie, il agresse. Alors moi, j'ai jamais été agressif physiquement. Par contre, dans le ton de la voix, dans la manière de parler, dans la manière de d'agir, tu vois, j'étais très rigide. Et du coup, bah, ça créait des tensions. Et bah, il n'y a pas grand monde qui aimait discuter avec moi quand j'étais en troisième, par exemple. Hmm. Et je pense que il n'y a pas grand monde qui m'aimait. Yes, comment tout à l'heure, tu parlais de ça, c'était jusqu'à tes 18 ans, et à 19 ans, il y a eu un déclic. Ça a été quoi le déclic qui t'a procuré un changement? En fait, moi, j'ai eu une scolarité qui était extrêmement difficile parce que, vu que je pensais pas que j'avais de la valeur, Hmm. toute ma et malgré et en plus de ça, euh, en gros, j'ai vraiment joué au ping-pong avec un boomerang pendant toute ma scolarité, parce que les enseignants me renvoyaient ça en fait. Et Hmm. entre guillemets, je leur en veux pas parce que je sais que maintenant, je reçois ce que je vibre. Donc, toute ma scolarité, on m'a dit que j'y arriverais jamais, mais que ce soit au collège, au lycée, on m'a toujours dit que j'arriverais jamais à faire ce que je veux. Euh, Et en fait, le gros déclic à 19 ans, c'est que moi, à la base, je rate mon bac à 18 ans. Donc, je redouble ma terminale. Je fais cette année-là. Je commence à changer un petit peu. Et en fait, quand j'arrive à l'université, je me dis, non, écoute, là-bas, il n'y a personne qui te connaît. Donc, à un moment donné, si toi, tu crois que tu as des capacités et que tu es capable de réussir tout ce que tu veux, et que ça, c'est une croyance que tu as au fond de toi, même si tu crois au fond que tu n'as pas de valeur, mais par contre, en fait, je pensais que j'avais pas de valeur, mais j'étais capable de réussir tout ce que je voulais. Ah, ok, il y a quand même Arrivé à la cette. fac, je me suis dit, en fait, il n'y a personne qui me connaît. Donc, moi, je suis le genre de personne qui est capable de faire table rase du passé. C'est-à-dire Mhm. que quand je suis arrivé à la fac, mon passé, il existait plus. Alors, il existait dans mes cellules, il existait dans mon âme, dans mon cerveau, mais j'ai fait comme une sorte de switch. Donc, je suis arrivé à l'université, je dis en fait, j'ai le droit de prendre une autre casquette. Mhm. Et c'est là que c'est le premier switch. Et le deuxième, c'est l'arrivée de l'université. Je me suis dit, non, je me retrouve pas encore seul pendant 5 ans. C'est Yes. mort. Je dis pas que c'était simple, hein. Je dis juste que c'était vraiment une volonté de ma part de me dire, en fait, à un moment donné, sois pas encore seul pendant 5 ans, parce que c'est quand même compliqué, quoi. Mhm. Dans ce que tu partages, je pense qu'il y a, même dans le domaine professionnel, dans les personnes qui veulent développer leur activité, il y a il y a une grosse problématique sur la valeur qu'on s'accorde à soi-même. Et il y a Mhm. plusieurs fois où tu remploies le terme de j'ai eu l'impression de ne pas avoir de valeur. Cette sensation de ne pas avoir de la valeur, elle vient d'où en fait? Jusqu'à tes 18 ans en particulier? Je pense que j'attendais des gens qui me montrent ma valeur. Comme si Intéressant. j'attendais qu'on me montre de la valeur d'une manière extrêmement précise. Alors, j'arriverai pas à te dire exactement ce que j'attendais, Mm. euh, parce que je sais que j'ai eu beaucoup d'amour de mes parents, beaucoup d'amour de ma sœur. Franchement, je peux dire que j'ai eu de la chance, mais pendant longtemps, je pensais que j'avais pas de la chance. Et plus j'avance dans la vie, en tant que coach et dans tout ce qui est dimension de la spiritualité, de la psychologie, je comprends que j'ai vraiment eu de la chance. Parce que j'ai manqué de rien et de l'amour, j'en ai eu beaucoup. Et en fait, je pense que j'attendais qu'on me donne de la valeur d'une certaine manière. Un peu comme Ouais, si carrément. j'étais reconnu, là, on me donnait de la valeur. Et en fait, le cadeau qu'on m'a fait pendant toute la vie, grâce avec mes parents et l'éducation nationale, c'est en fait, on m'a obligé d'aller dans mes retranchements pour à un moment donné que moi, je puisse me découvrir ma valeur. Yes. Et que j'ai pas en fait à attendre une injonction extérieure. C'est qu'on a de la valeur à partir du moment où nous, on s'accorde de la valeur. Mm. Et pas l'inverse. Yes, c'est trop puissant. Ça me fait penser, tu sais, même moi, je peux avoir, on a eu longtemps ce même débat, moi, dans mon couple avec Lilou, tu sais, il y a différentes formes d'amour et un individu, moi, je vais prendre l'exemple de Lilou. Lilou va attendre de l'amour de moi, mais pas de la même manière dont moi j'attends. Ça va peut-être passer par le toucher, ça va peut-être passer par des mots. En fait, si pendant 2 ans, je lui apporte de l'amour d'une certaine manière qu'elle n'attend pas, elle va avoir la sensation que je lui apporte pas d'amour, alors que moi, dans ma carte du monde, je fais tout ce qui est en mon possible pour lui apporter. Sauf que là, il y a un écart entre les deux cartes du monde. C'est un peu ce que tu expliques et c'est super puissant. Et tu as commencé à parler de ce switch d'état d'esprit que tu as commencé à faire, de voir en fait comment cette situation t'a amené à aller dans tes retranchements, à t'apporter de l'amour. Et je pense qu'on peut, enfin, d'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, vraiment, je vous invite à faire le lien avec ce que vous vivez, même professionnellement. Et ça, on peut le jumeler à tous nos domaines de vie. Et,
C'est vraiment ultra puissant. Euh, tu parlais du coup, il y a ce switch qui te fait. Ça arrive à quel âge à peu près ce switch où tu prends conscience de tout ce qui se passe? Je dirais le premier Switch, parce qu'il y en a eu plusieurs. Le premier Switch, c'était à 19 ans. Mm, Euh, et j'allais dire qu'il était assez petit. C'est-à-dire que mm, je commence à me dire, tiens, j'ai de la valeur. Après, je me suis beaucoup raccroché au fait d'être athlète de haut niveau, donc j'avais des très bons résultats en athlétisme et tout. Donc là, j'y voyais de la valeur et les gens me renvoyaient de la valeur aussi, parce qu'ils disaient que c'était bien et tout. Mais ça a pris du temps. En fait, j'ai eu plusieurs déclics. 19 ans. Après, je pense que j'ai eu, quand j'ai passé l'agrégation, c'était 24, 25. Et après, quand j'ai décidé de transformer ma vie, c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans exactement. mm, Alors, c'était une rupture où je me suis dit, en fait, non, je peux réaliser tout ce que j'ai envie. Et mm. j'attends pas les autres de me montrer leur valeur, quoi. C'est trop cool. Si on ralentit le rythme, du coup, tu vas à l'université, il y a ce switch, ce mini switch, si on l'appelle ça comme Mhm, ça, de changement de j'ai pas de valeur, mais je fais table rase de mon passé, entre guillemets, je le mets un peu de côté. Il est mhm. toujours là dans tout ce que tu disais, mais j'avance. Parle-nous un petit peu rapidement de ton parcours scolaire. Qu'est-ce que tu fais Bah, avant j'étais d'en à arriver là où tu en es? l'université, j'étais en STAPS à Orléans. Ça fait Staps, ok. euh, et là, je commence à me dire, bah, en fait, je sais que je suis bon pour transmettre. C'était une conviction. Je sais que le sport, c'est mon domaine. Donc, Yes. vu que ma scolarité a toujours été extrêmement chaotique, difficile, et bah, pourquoi pas devenir prof de sport, prof de PS à la base, pour finalement tous ces élèves-là qui sont en difficulté parce qu'ils sont incompris du système et qui croient qu'ils n'ont pas de valeur. Hmm. C'était ça la base de mon truc. Donc, j'étais à l'université, je passe 3 ans en licence, en gros, d'éducation. Après, là, j'ai un petit couac qui me fait croire que je n'ai pas assez de valeur, donc je ne peux pas y arriver à être prof. Donc, je pars sur un master qui n'a rien à voir. Master en ergonomie de la motricité dans les industries. Et je fais 1 an. Et au bout d'1 an, je me rends compte que c'est vraiment pas du tout pour moi. Je suis sur un bureau, ça me convient pas. Et j'ai un déclic, c'est de me dire, mais en fait, pourquoi tu reprends pas tes études pour être prof, Hmm. concrètement? Et cette année-là, j'ai une transition de me dire, en fait, je dois pas être si con que ça. Parce que les résultats scolaires commençaient à... En fait, moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai eu des résultats scolaires qui ont toujours été croissants. C'est-à-dire que Hmm. primaire, collège, c'était catastrophique. Lycée, ça tient la route. Et je finis avec mention très bien à l'université. Alors qu'en général, c'est un peu plutôt l'inverse. Et j'ai ce deuxième déclic là qui dit, en fait, à un moment donné, peut-être que je crois que j'ai pas de valeur. Je pense au fond de moi, il y a une petite voix qui me dit, mais tu en as. Et en fait, tu en as surtout parce que tu as une force de travail qui fait que toi, tu peux peut-être travailler 2 fois plus que les autres. Peut-être que tu vas devoir travailler 2 fois plus que les autres, mais tu peux le faire. Et c'est là, il y a un deuxième déclic qui part de moi en se disant, en fait, peut-être c'est parce que toi, tu dois fonctionner autrement Hmm. et t'arrêtes de te comparer aux copains qui vont 10 fois plus vite que toi pour faire une dissertation, pour avoir des bonnes notes. Peut-être que tu peux réussir aussi bien, voire mieux, si toi, tu t'adaptes à toi. Et ça, c'était le deuxième switch par rapport à ma valeur. Euh, et bah, pareil pour la grecque. Et ça, c'était un marqueur fort dans ma vie. Hmm. Et je l'ai renoté récemment dans mon carnet, alors j'écris beaucoup. Ouais. Je me suis dit, c'est quoi qui m'a vraiment marqué pendant les 10 dernières années? C'est qu'en gros, j'ai toujours su que si je travaillais, si je faisais des choses correctement, avec comment dire, de la qualité pour moi, Hmm. je pouvais atteindre n'importe quoi. Yes. En gros, il y a que le temps, la dimension temporelle qui me sépare de mon objectif. Peut-être que j'ai besoin de mettre plus de temps, moins de temps. Mais à partir de là, j'ai compris qu'en fait, ma valeur n'était pas déterminée par rapport à qui j'étais aujourd'hui, mais par rapport à la valeur que moi je m'accordais. Il te Et à guide, ce hein. moment-là, ça a vraiment changé la donne. Trop bien. Je reviens un petit peu. Tout à l'heure, tu as dit, ouais, il y a eu un petit couac, comme si la vie t'avait re-challengé au niveau de ta valeur. C'est quoi ce petit Mhm. couac qui t'est arrivé là, entre le parcours de prof et. Bah, en fait, je finis ma licence et on me demande dans quoi je veux m'inscrire l'année d'après un master. Ok. Et sur le coup, je me suis dit, ah, le concours de prof, c'est l'un des plus difficiles. Le prof de PS, c'était l'un des plus difficiles à avoir à l'époque, hein. Hmm. Et je me suis dit, bah, vu que c'est difficile, je peux pas l'avoir. Donc, pas la peine d'aller dans un truc où je crois que. Et tu vois, c'est encore en lien avec mes parents. Parce que moi, mes parents m'ont toujours dit, fais toutes les études que tu veux, on t'aidera au maximum.
Et moi, ce que j'attendais de mes parents, c'est qu'ils me disent, mais non, mon petit garçon, t'inquiète pas, ton concours de prof, tu vas y arriver, t'es trop fort et tout. Ça, Et c'est ce que ils tu m'ont voulais, jamais toi, donné ouais. ça. Yes, Ouais. Je dis pas qu'ils me l'ont jamais donné, mais ils l'ont jamais donné de la manière dont moi je l'attendais. carrément, carrément. Tu vois, ce truc qui dit, non, mais toi, t'inquiète pas, tu réussis toujours tout. Et donc, du coup, j'ai commencé à douter de moi. Et donc, je dis à mes parents, non, non, mais du coup, je vais pas faire concours de prof, j'ai pas envie de le rater, je vais faire d'autres études. Et toi, c'est cette voix intérieure qui te dit, ah, mais du coup, s'ils te le disent pas comme ça, t'as pas l'approbation et tout. Mais quelle erreur! Enfin, Yes. c'était une erreur, un cadeau, parce que aujourd'hui, franchement, je suis trop content d'avoir fait ça. En tout cas, sur le coup, effectivement, tu le vois Ah comme. ouais. Sur le coup, je l'ai vu comme une erreur. Mais justement, c'est trop bien que tu en parles parce que je pense à la personne qui écoute et qui traverse un peu la même situation que toi il y a quelques années, qui se dit, OK, là, j'ai ça, j'ai cette situation, j'attends une certaine confirmation de l'extérieur parce que je suis entre deux choix, j'ai deux parts de moi qui se bataillent. J'ai envie d'aller là-bas, mais j'ai besoin de cette confirmation. Et comme on me l'apporte pas, je vais prendre la mauvaise décision vis-à-vis de moi-même par rapport à ce qui est important pour moi. Euh, et donc, oui, avec notre niveau de conscience et le recul, on voit le cadeau que c'était, mais sur le coup, en fait, ça a été une certaine difficulté. Donc, c'est assez puissant ce que tu partages. Et tout à l'heure, tu disais aussi, du coup, tu es parti dans ton master et tu t'es rendu compte que c'était pas pour toi en particulier. Ouais. Comment est-ce que tu as aperçu que c'était pas pour toi? Je trouve ça toujours intéressant d'avoir les feedbacks d'une personne. Bah, déjà, je m'ennuyais à mort, hein, franchement. L'ennui. Mais il y avait beaucoup d'ennuis, puis à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Hmm. Je, je comprenais pas à quoi ça servait, hein. Et vraiment, et même aujourd'hui, hein. Toutes les personnes qui sont ergonomes, désolé s'il y a des personnes qui sont ergonomes qui passent par ici, ou des anciens étudiants qui étaient avec moi, mais aujourd'hui, je vois pas à quoi vous servez. Et c'est volontairement provocateur, mais je me suis dit, mais à quoi on sert, en fait? Tu Hmm. vois, la dimension de servir à quelque chose est venue m'interpeller pas mal déjà. Et après, je pense qu'ils servent à quelque chose, c'est juste que moi, j'ai pas vu le truc derrière. Et pendant mon stage, j'étais en train de faire un stage de la recherche pour une société sur Orléans, et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, je vaux mieux que ça. Hmm. Par rapport à ce qui est fait, je me dis, jamais je pourrais exploiter mon potentiel. En tout cas, je me disais, je peux faire mieux que ça. Et c'est là où la dimension de la valeur que je m'accordais a un petit peu changé. Je me suis Yes. autorisé à me dire, en fait, je vaux mieux que ça. Je peux faire mieux. Et donc, c'est là le deuxième déclic. Après, je suis reparti après dans le master Hmm. enseignement. Je suis reparti en première année, que j'ai validé. Après, j'ai enchaîné directement et j'ai réussi mon concours à la main. Donc, c'était assez Yes. cool. Tout ce que je remarque, c'est qu'on a une belle stratégie de réussite de se dire comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est pas fait pour nous. C'est on a de l'ennui, on fait face à du doute, on se pose des questions à soi-même et au moins on se dit ok, est-ce que c'est vraiment important pour moi et on change. Mais Mais je ouais, mais trouve en ça fait, c'est important de mettre de la conscience dessus parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui se posent des questions vis-à-vis de ce qui est important pour eux et dès que tu as cette phase d'ennui, de remise en question constante, de hmm. fatigue aussi. D'ailleurs, je voudrais euh, juste préciser un truc pour aller aussi avec toi, c'est que je parle vraiment d'ennui et pas de procrastination. ouais, C'est-à-dire que c'était viscéral, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Vraiment? Je me disais, mais c'est pas possible. Il y a un truc qui cloche dans le parcours. yes. Ok, trop cool. Trop cool. Moi, on sait. Si demain ça m'arrive, on sait pas. Ouais, Alexis m'a dit ça. Là, il y a une couille dans le pâté. Euh, on en arrive du coup au moment où, là, si on reprend un petit peu ton parcours, comment arrive la psychologie? Et après, il y aura ce côté, la spiritualité, qui, moi, m'intéresse particulièrement aussi, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, dont je me forme de plus en plus et dont je laisse beaucoup plus d'espace. Mais comment arrive cet aspect du coaching, de la transmission aussi? Tu nous en as beaucoup parlé. Alors, pour reprendre toutes tes questions, la base sur la questionnement sur la psychologie, elle est arrivée très très tôt dans mon enfance. Ouais, J'avais une compréhension que tout se jouait dans la tête. ok. Pour moi, c'était clair, net et précis. Et j'étais athlète. Et à un moment donné, il y avait une chose qui était sûre, c'est que si quelqu'un était devant moi, même si j'étais mort, j'ai toujours eu le mental pour finir et gagner. Ou doubler quelqu'un. Et donc je me suis toujours dit, quelqu'un peut être meilleur que moi physiquement, s'il est devant, il est foutu. Donc c'est Hmm. là que j'ai compris en fait, finalement que la sphère psychologique, c'était beaucoup, beaucoup de la réussite. Pour la spiritualité, mon parcours il est un petit peu plus chaotique, c'est que longtemps j'ai compris, enfin, je ressentais des choses, j'ai vu des choses,
j'ai ressenti des trucs qui n'étaient pas forcément très cool à l'époque, on va dire. Mais je dirais, pour situer dans mon âge, je dirais vers 12 13 ans. Ok. Avant aussi, mais j'avais du mal à en parler. Et tout ça, je l'ai renfermé sur la spiritualité jusqu'à l'âge de 30 ans. Et quand tu dis renfermé, ça veut dire quoi, juste? J'étais coupé de tout. Ok. C'est-à-dire que je ressentais quelque chose, pour moi, c'était rien, coupé de l'intuition et tout. Mais vraiment, Hmm. quand je dis ça, c'est euh, tellement brutal que du coup, bah, j'étais plus moi-même, en fait. Tout le temps en colère, tout le temps pas content, tout le temps en train de me plaindre. Ça, pour moi, c'est un des marqueurs qui fait que bah, il y a un truc chez toi que tu n'honores pas, quoi. Hmm. Et d'ailleurs, ça, je trouve ça intéressant, tout le temps en train de te plaindre, tout le temps pas content. Est-ce que c'est toi qui le remarques ou il y a quelqu'un qui t'aide à le voir aussi, ça? Parce que je sais que t'es Bah, accompagné dans la vie. les autres, hein, Ouais. les autres te le font remarquer. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de ma conjointe depuis 4 ans, on est ensemble. Et en fait, c'est surtout mes anciennes relations où je me suis Hmm. rendu compte que c'était toujours chaotique. Yes, intéressant. C'était toujours le bordel. Toujours, j'étais toujours énervé ou alors je comprenais pas les gens. Et en fait, j'ai compris que c'était juste parce que moi, de toute façon, j'écoutais déjà pas qui j'étais. Hmm. Donc c'est compliqué d'être avec quelqu'un qui écoute pas qui il est. Hmm. Donc c'était toujours euh, mauvaise entente, des querelles, euh, un couple qui se déchire, quoi. Et quand moi j'ai rencontré ma conjointe, c'est quand là où j'ai vraiment commencé à faire le travail sur le développement personnel, donc ça fait à peu Hmm. près 4 ans. Euh, et spirituel, c'est un peu après, en fait. Ouais, Tu du coup, vois? ça vient après, ouais. Cette volonté de s'ouvrir, ça a changé beaucoup de choses. Ça a vraiment changé beaucoup de choses. Parce que, Hmm. à un moment donné, j'ai compris le monde sous un autre spectre Yes. qui, Et à mes yeux, m'aide aujourd'hui. Vas-y. pourquoi c'était important pour toi, du coup, de changer? J'entends, là, t'as dit, bah, mes relations, c'était chaotique. Euh, c'est quoi le truc qui fait que c'était important pour toi de changer réellement? Est-ce qu'il y a il y a un déclencheur? Il y a un déclencheur. Je pense que c'est ma dernière rupture où je me suis dit, à un moment donné, c'est 100% pour tout le monde. Hmm. Donc, ok, elle a son caractère, ok, elle est telle qu'elle est, euh, mais elle n'est pas 100% responsable. Yes. Donc, je me suis dit à un moment donné, putain, en fait, si tu veux la vie que tu veux vraiment, et si tu veux, toi, avoir de l'impact ou grandir professionnellement et personnellement, il y a un moment donné, il faut recaler avec tes responsabilités, quoi. Hmm. Yes, puissant. Et, et le dernier truc, c'est que je me suis dit, en fait, c'est quoi le vrai couple que j'ai envie? Bon, c'est un couple qui est aimant, qui est solidaire, qui accepte les ambitions et sur lequel tu peux grandir. Hmm. Il y a un truc, à la fin, en fait, j'avais noté, pour la petite anecdote, la conjointe avec qui je suis aujourd'hui, la mère de ma fille, je l'avais noté dans un carnet en 2019, je pense. Moi, j'étais déjà avec quelqu'un, mais ça n'est vraiment pas. J'ai dit non, mais moi, la femme qui je veux qui passe, avec qui je veux passer ma vie, je souhaiterais qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et à un moment donné, quand j'ai eu cette rupture-là, j'ai rencontré ma conjointe. On avait décidé de ne pas se mettre ensemble au début. On a continué en tant qu'amis pour se découvrir un peu. Et je me suis dit, mais en fait, si je veux cette femme-là que j'ai écrit dans mon carnet, et je peux pas être le même homme, hein. Je peux Hmm. pas être la même personne. C'est pas possible. Entre guillemets, je suis un imbécile, je suis un gros connard. Cette femme-là que j'ai écrit dans mon carnet, si je suis comme ça, je l'ai pas. Hmm. Donc c'est là où j'ai pris les devants en me disant, bon, en fait, à un moment donné, si t'es pas content de quelque chose, c'est à toi de changer, hein. Change de Yes. taf, change de vie. Je dis pas qu'il faut changer de taf, juste, t'as plein d'éléments dans ta vie qui peut te dire, tiens, qu'est-ce que je peux changer en fait? Yes, de ouf. Et c'est pas forcément obligatoire de changer de conjoint, d'ailleurs, parce que moi c'était une rupture, mais c'était un peu particulier dedans, mais c'est peut-être comment tu manges, comment tu réfléchis, qu'est-ce que tu Hmm. lis, euh, quel travail tu fais sur toi en fait. De ouf. Yes, cette question de qu'est-ce que je peux changer et qu'est-ce qui est en mon pouvoir est assez puissante. Exactement. Et Et ça change tout. avec du recul aujourd'hui, c'est quoi le plus gros changement qui a fait la différence chez toi entre le Alexis d'avant qui est dans cette période avec cette rupture et le Alexis qui s'ouvre au développement personnel, qui ouvre ce côté spirituel à l'âge de 30 ans, qui écoute un peu plus son intuition? Le plus gros changement, hmm, Plus gros changement marquant, hein.
je crois que je me suis aimé tel que je suis. Hmm. Alors, je suis Ok. encore en travail, hein, au passage. Mais à un moment donné, j'ai aimé être passionné et obsédé par la psychologie, le comportement humain, et je me suis aimé avoir une compréhension du comportement humain à la fois psychologique et spirituel à ma manière. Yes. Et, et de me dire qu'en fait, je suis pas fou, je suis pas stupide. C'est juste pas, des fois, je vois des choses que les autres voient pas. Hmm. Et je dois m'aimer avec ça. Yes. Ça a été vraiment un gros, gros shift chez moi. Hmm. Et, Mais du coup, quand tu dis et c'est un gros chiffre, ça se passe vraiment mental, ça se passe émotionnel. Parce que moi, ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Tu sais, il y a cette autorisation de se dire, ok, bah moi, je suis passionné par ça. Déjà, je vais le dire à l'intérieur de moi que je suis honnête avec moi. Je vais le dire, je vais commencer à le promouvoir à l'extérieur, à en parler davantage. Tu vois, c'est tout un truc à mettre en place. Si toi, tu devais nous décrire comment ça s'est passé de cette autorisation. bah, en fait, si je devais décrire cette autorisation, c'est qu'il y a un moment donné, j'ai pris un temps où je devais être tout seul et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de bien chez moi, quoi? Hmm. Avant de me juger de qu'est-ce qu'il n'y a pas de bien, comment je pourrais trouver beau, entre guillemets, hein, comment je pourrais aimer des facettes de moi qui, de toute façon, me rendent heureuse, intérieurement. Hmm. Et je trouve que des fois, tu as tellement peur du regard des autres que tu ne l'assumes pas. Et c'est juste ça, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je pourrais pas m'aimer dans mon obsession de psychologie, du comportement humain, sachant que, après, j'ai retracé un peu pendant mes études, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai toujours été passionné par ça. Pour moi, l'éducation physique, donc le sport, quand j'ai passé mon agrégation, je passais mon temps, quand j'étais enseignant, donc c'était en Alsace, à me demander c'est quoi le levier qui va faire que mon gosse, il va kiffer le sport. C'était toujours ça. Et quand j'avais des inspecteurs devant moi, ils me disaient, mais comment vous faites? Mais je dis, bah, en fait, je me demande juste qu'est-ce qui fait que ça va motiver mon gosse. Hmm. Donc, qui pèse 80 kilos en sixième ou qui soit le meilleur, je dois trouver un truc qui part de l'intérieur. Le corps, c'est juste quelque chose qui met en mouvement, en fait. C'est juste un outil, en fait. Moi, j'ai eu vraiment cette recherche-là. Puis, je crois que non, le plus grand déclic, si vraiment j'essaie d'être encore plus précis, c'est moi, je perds quelqu'un d'une erreur médicale. Je perds ma grand-mère en 2018. Donc, bah, elle avait 86, 84 ans. Donc, bon, elle a eu un avancée dans la vie. Et à un moment donné, donc 2 ans après, au moment du déclic plus profond, je me dis, voilà, comment je peux m'aimer tel que je suis? Et je me dis surtout, en fait, Alexis, la dernière personne avec qui tu auras une conversation dans ta vie, il y a de grandes chances que ça soit toi. Hmm. Soit dans cette vie, soit plus loin. Et je me suis dit, ben, euh, vu que c'est toi qui va, enfin, tu vas finir ta vie avec toi-même, est-ce que ça serait pas cool de commencer à s'aimer tout de suite? Peut-être que tu pourrais avancer un peu plus. Et ça, c'est un premier chemin spirituel et psychologique. Et puis après, il y en a eu plein au fur et à mesure de tout ce que j'ai pu explorer. Et je pense que l'entrepreneuriat m'a aidé à tout ça. Yes. Euh, cette notion alors de perte d'une proche, là, tu m'as dit qu'en particulier ta grand-mère, Mhm. t'a apporté, t'as eu ce déclic 2 ans et demi c'est sûrement toi avec qui tu auras la dernière conversation, et ça, c'est assez puissant. Ça, tu l'as 2 ans et demi après, tu l'as pas sur le coup en tout cas. Non, sur le coup, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'attends pour faire des choses qui ont l'importance pour moi? Hmm. Donc, j'ai commencé à faire un bilan de compétences pour essayer de changer de voie. Suite au décès de ta grand-mère en tout cas. Ouais, Je- c'était assez activateur. Ouais. Je me suis inscrit à Ouais. un marathon en disant, mais en fait, pourquoi tu hésites à t'inscrire sur un marathon? Hmm. Tu t'inscris, tu t'appelles ton coach, tu dis, voilà, je me suis inscrit, est-ce que tu pourrais m'aider un petit peu? Et, et en fait, il y a plein de choses en me disant, mais qu'est-ce que t'attends? Yes. Ce qui m'intéresse, moi, ça me parle beaucoup. Selon toi, est-ce que, enfin, une personne qui vit pas ce choc émotionnel, tu penses qu'elle peut faire ce changement et ce switch mindset tant qu'elle n'a pas vécu un Ouais. choc émotionnel, ou ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus, hein. En J'avais la même fait, situation dans un podcast avec Anna qui nous parlait la perte d'une personne proche, et je lui disais, mais si la personne ne vit pas ce choc émotionnel en interne,
c'est bien de se le dire mentalement, mais est-ce que ça va avoir les mêmes conséquences positives et négatives, mais on va parler du positif là aujourd'hui, sur un changement de vie? En fait, je pense que il y a un biais dans ce que je suis en train de te dire. Mm, C'est que là, on parle de ce choc émotionnel, euh, mais la naissance de ma fille aurait pu être un choc émotionnel. mm, Euh, et en fait, je pense que on a tous des chocs émotionnels dans la vie, et parfois certains viennent de nous. Parce que là, par mm, exemple, moi, j'ai un déclencheur de dingue qui m'a, entre guillemets, aidé. Mais j'en ai eu d'autres, parfois même plus puissants, et qui sont venus juste d'un ras-le-bol personnel d'être dans cette situation-là, toi. mm, Donc, je pense qu'on a tous des chocs émotionnels qui nous permettent d'avancer, mais vous en faites pas. C'est pas parce que vous ne perdez pas un proche ou vous n'avez pas une naissance qu'il n'y a pas de choc émotionnel. ouais, Des bien fois, sûr. juste un mot de notre conjointe, que ce soit dans un sens positif ou une réprimande ou un retour moins agréable à entendre, c'est un choc émotionnel. Le choc émotionnel, il vient juste sur le fait que on n'est pas d'accord avec ce qu'on fait vivre aux autres ou ce qu'on Mm, se fait vivre à soi-même. Après, je pense vraiment qu'il y a cette dimension-là de, on arrive à un point où on a ras-le-bol. Et donc, parfois, le ras-le-bol s'exprime encore plus quand on perd quelqu'un, quand on a une naissance. Mais je pense que on n'a pas besoin de perdre quelqu'un pour avoir un choc mm. émotionnel. Ouais, à partir du moment où il y a une certaine forme de réaction émotionnelle, en fait, c'est que ce Bah, soit tant positif ou négatif. j'ai envie de te poser la question. Toi, Vas-y, je sais dis-moi. que tu as changé de voix. Ouais. Ok. Est-ce que tu as eu un choc émotionnel du même type que moi je peux te partager? Est-ce que tu as perdu Euh, quelqu'un ou autre? Moi, j'ai perdu quelqu'un, mais quand j'étais jeune, mon grand-père, Ok. où ça a été fort émotionnellement, mais du coup, j'avais pas ce niveau de conscience que j'ai aujourd'hui. Moi, ce qui m'a fait pousser, ça a vraiment été un peu le ras-le-bol de qu'est-ce que je fous là dans mes études, alors que je sais que je suis capable de plus, en fait. Ok. Alors, assez jeune, effectivement. Mais en tout cas, en fait, je trouve que c'est un tout. C'est le fait de perdre un proche et le fait que ma mère traverse un burn-out et que je me sente impuissant. Et donc, j'ai envie d'exprimer de la puissance vis-à-vis de l'aide des gens. En fait, c'est ce choc émotionnel dont je prends conscience quelques années après, hein. Ouais, 6 7 8 ans après. Tu vois, ma mère traverse un burn-out quand j'ai 14 ans. Je ressens ce sentiment d'impuissance un soir, je crois que je l'ai expliqué sur le podcast, où je suis renfermé dans ma chambre, je pleure parce qu'on s'engueule avec ma mère. Et 5 ou 6 ans plus tard, quand je découvre le développement personnel, je vais à une conférence et je regarde ma copine, je fais putain, je viens de comprendre un truc. Et je la regarde, elle me fait quoi? Elle me fait, je lui fais, en fait, je sais pourquoi je veux autant aider les gens. Elle me fait, bah pourquoi? Elle fait, parce que j'ai pas su aider ma mère en fait. Et donc ça a été un certain choc émotionnel qui me donne aujourd'hui cette patate, cette envie de contribuer, tu vois. Donc, mais c'est pour ça que je te pose aussi cette question. Bah, tu vois, je pense que pour être plus précis avec les gens qui peuvent nous écouter, c'est que je pense qu'on a tous des chocs émotionnels Mm, dans la vie qui nous aident à avancer. Par, par contre, parfois, avec notre niveau de conscience et d'acceptation, mm, le choc émotionnel, soit il nous fait faire un shift immédiat. Je sais pas, tu perds quelqu'un ou tu as un enfant et tu dis non, c'est mort, c'est plus jamais cette vie. Ou alors parfois c'est un peu plus latent, c'est-à-dire ça prend du temps. Je sais pas, toi ça peut prendre peut-être bon, peut-être 6 8 ans. J'ai d'autres personnes dans mes clients ou dans mon entourage qui parfois mettent 10, 15 ans avant mm, d'avoir cette rupture. En fait, l'idée c'est juste de se dire quelle est la décision qu'on prend. Après, le moment où on le prend, c'est parce que c'est déjà acté en fait. Et ça va être toute notre vie. Je mm. pense qu'à partir du moment qu'on a pris une décision de changement, toute notre vie, on va accepter d'être dans des moments de changement. Quand je dis accepter, c'est pas pour autant que ça va être simple, mais c'est juste de s'entraîner et d'avancer dans cette vie qu'on est venu incarner, en fait. Mm. Yes, ça me parle beaucoup. Pendant que tu t'expliquais, je repensais au calcul que j'ai fait, j'ai 17 8 ans alors que j'avais 14 ans, aujourd'hui j'en ai 23. Les calculs sont mauvais, chef, mais, mais je me suis compris. Mais non, non, Bien sûr. c'est très, très puissant ce que tu partages. Et là, si on accélère un petit peu dans le... Tu découvres le coaching, comment Ouais. ça se passe un petit peu ce transfert, et puis après on va parler de la partie un peu plus professionnelle. Donc, je découvre le coaching avec un livre de Tony Robbins, Yes. Qui est? Pouvoir illimité. Ouais. Ok. Je le découvre en 2019, je crois. Et pour moi, avant le développement personnel, j'y connaissais rien du tout. Je savais que ça Ah existait, d'accord, hein, oui, c'est vrai que tu te... mais vraiment rien du tout. Et c'est là que je découvre le développement personnel et le fait de coacher. Et quand je lis son truc, je dis, mais en fait,
Je kifferais faire ça, moi. Enfin, et même au-delà de ça, je me dis, mais c'est ça que je devrais faire. C'est ça que je recherche à faire avec, dans l'éducation nationale. Bon, ça a été pas très très bien accepté, mais c'était comme ça. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le coaching. Après, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait comme formation pour devenir aussi bons dans leur domaine? Alors j'ai regardé David, avec qui on se forme, David Laroche, Tony Robbins. Bon, c'était la PNL, donc je me suis inscrit à la PNL. C'est comme ça que j'ai fait mes premiers séminaires en développement personnel. Avant, j'en avais pas Yes. fait. Ok, Et c'est comme ça que je suis rentré au fur et à mesure dans le coaching, dans la psychologie, et que j'ai entamé ma reconversion. trop bien. Et là, avec le recul, enfin, du coup, quand tu rentres dans le développement personnel, ça te paraît, comment est-ce que tu le perçois, cette sphère? Ça m'intéresse de savoir ça. Tes débuts, sachant que t'as quel âge à ce moment-là? Bon. On est en bientôt 2025, c'était en 2019, j'avais 30 ans. Ouais, donc t'avais 30. Ok. Donc tu Ça me fait découvres. sourire parce que j'ai toujours été, par contre, j'ai toujours été passionné de psychologie. Ouais. C'est-à-dire que de 20 à 30 ans, j'ai beaucoup, beaucoup Ouais, tu étudié la t'intéressais très psychologie. naturellement. J'avais des enseignants qui étaient chercheurs à l'Université d'Orléans et de Strasbourg. Et j'étais très, très friand des études scientifiques. Super. J'avais deux, trois onglets pour les études scientifiques. Moi, c'était en anglais, je galérais un peu. Mais j'adorais la compréhension de la mécanique, toi. J'ai même fait des études. J'ai déjà même participé à des études pour comprendre le fonctionnement cérébral et neurologique des personnes qui avaient Alzheimer. Ok. Et j'avais fait un mémoire de recherche sur la puissance des neurones miroirs dans la visualisation chez les skieurs alpins. Je faisais Sympa. pas de développement personnel, si tu veux. Mais par contre, j'avais vraiment une passion profonde. Je Hmm, regarde tous mes mémoires de mes études. Tous parlent de psychologie hmm, et de neurologie, de neurones miroirs, cet apanage-là. Et à partir de 30 ans, je me suis mis dans le développement personnel avec ce livre-là. hmm. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que je me suis dit, ah, mais enfin, enfin quelqu'un qui pense comme moi. En fait, c'est possible. C'est pas stupide ce que j'ai dans la tête, en fait. Là, on voit la C'est ça, différence tu vois. entre le. Je prends le livre, je lis le truc et je me dis, ah, mais ouais, mais bien sûr, c'est évident. Mais c'est ça. Mais bien sûr. Tu vois, j'ai pas pris le bouquin en me disant, mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, celui-ci? C'est pas possible. Il est un peu perché quand même. Non, je me disais, ah, mais en fait, il y a des gens qui sont comme moi. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé d'ailleurs un des plus gros déclics par rapport à ma valeur. Parce que je me suis dit, bah, en fait, je suis pas barré. Hmm. Je suis juste comme certains et en fait, j'ai ma place. C'est C'est bon. juste que j'étais au mauvais endroit pour le moment. Exactement. Yes, trop bien. Euh, Puissant. Et du coup, là, on arrive. On va pas parler trop de la formation du coaching, comment est-ce que ça se passe tes Mhm. débuts. Mais en tout cas, on voit que dans tout ton parcours, il y avait déjà ce niveau de conscience, d'apprendre, de la passion pour la psychologie humaine, où tu apprends énormément de choses sur toi qui fait l'homme que tu es aujourd'hui et qui t'amène dans ce domaine professionnel qui est le coaching et en même temps l'accompagnement en psychologie sur la Mhm. performance. Euh, Au tout début, tu nous parlais de quelque chose que je trouve assez croustillant et moi qui revient assez régulièrement, de plus en plus en tout cas, chez les entrepreneurs que j'accompagne. Je sais que nous, on est passionné par cet aspect perso qui impacte le pro. C'est aussi Mhm. la nouvelle tournure que j'ai envie de donner au podcast, de voir l'impact que ça a eu tant pour toi que pour tes clients. Euh, Peux-tu nous parler un petit peu de cette sphère du transgénérationnel? Déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne Alors, connaissent pas forcément ce que c'est, tout l'impact du transgénérationnel et qu'est-ce que c'est. ok. Pour faire simple, Ouais, le pour faire simple. transgénérationnel, c'est un blocage psychologique et intégré dans vos cellules qui sont dus à des croyances que vos ancêtres ils ont eues, tout simplement. Et pour l'imager, vous imaginez que votre arrière-grand-mère Ginette a eu à un moment des problèmes d'argent. Je sais pas, elle a eu une entreprise, elle a fait faillite. Le jour où elle a fait faillite, elle a eu une contraction émotionnelle, psychologique, qui fait que ça a intégré dans ses cellules, dans son âme et dans sa psychologie, bah, faire beaucoup d'argent, c'est un risque. On peut tout perdre. Et de transmission en transmission, vous l'avez reçu aussi. C'est pour ça que j'adore le transgénérationnel, parce que c'est à la fois neurologique, cellulaire et spirituel, si tu prends dans ce sens-là. Donc c'est ça le transgénérationnel, si je devais vraiment l'imager. En vrai, c'est super bien expliqué. Heureusement que tu m'as pas demandé, je serais parti dans un truc un peu plus complexe euh, pour faire le pro. Mais non, mais en vrai, c'est super. La question que je pense que énormément de personnes se posent et que je pose aussi sur divers sujets en fonction des expertises que j'ai devant moi, c'est est-ce que tout le monde a des blocages transgénérationnels? Ouais.
Je, Ok, je suis direct. Ouais, 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 mais bien sûr, tout le monde en ok. a. Et à quelle forme d'intensité? Parce que là, là, on prend l'exemple d'une grand-mère qui a, je sais qu'on peut avoir plusieurs Hmm. formes d'intensité de blocage, comme on peut avoir plusieurs formes d'intensité de trauma. Euh, Bah, j'ai envie de te dire, tu as différents stades d'intensité. mm, Il y en a qui vont te toucher plus ou moins. Il y en a qui. Je pense qu'on est tous touchés par le transgénérationnel. Il y en a qui nous dérangent moins tant qu'on n'a pas besoin de le travailler, en fait. yes. Tu vois, par exemple, un chef d'entreprise. Moi, j'ai eu une chef d'entreprise qui m'a beaucoup marqué. C'est que pendant tout son coaching, on n'a pas beaucoup travaillé de transgénérationnel. On a travaillé le perso en direction de son entreprise. Et il y a un moment donné, je décèle à travers le coaching que elle assume pas sa spiritualité et ce côté puissante, femme puissante. Et c'est là où je découvre qu'il y avait du transgénérationnel derrière. Et ça n'avait pas dérangé jusqu'à présent. C'est pour ça que je partage vraiment que on a tout du transgénérationnel, mais des fois, ça Mm. ne nous impacte pas tant que ça. Jusqu'au moment où on a besoin d'incarner ça dans notre vie ou de transposer ça dans notre vie. Et là, on voit que ça nous bloque un peu. Donc, elle, c'était du transgénérationnel avec la spiritualité. Une fois que c'était levé, bah, franchement, c'est un apaisement en fait. Et en fait, Mm. t'apaises aussi toute la lignée. C'est ça qui me fascine là-dedans. Ouais, c'est là où je voulais en venir, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'on en a tous. Mhm. On le sent pas forcément parce que tant qu'on n'en a pas besoin de le Ouais. travailler, moi je le vois aussi dans mes coachings et je l'ai vu moi-même. Pour nous parler un peu de toi, qu'est-ce qui t'amène du coup sur cette. Alors, on a compris ce qui t'a amené, mais quelles sont les choses que tu as vécues vis-à-vis de ça? Quelles sont les choses que tu as dû dépasser principalement Ouais. vis-à-vis de ton Moi, activité? c'était par rapport à l'argent. Ouais, ok. J'ai compris que j'avais du transgénérationnel lorsque j'étais dans un incubateur avec un ami. Cet ami-là demande à Christian Junot, je sais Hmm. pas si tu connais, Ouais, ça me parle de nom. Ouais. d'intervenir sur l'argent. Et lui, il fait beaucoup de constellations familiales et transgénérationnelles. Et j'ai la chance, sur Zoom, de tomber dans sa salle. Bon, chance, je sais pas, parce que il y avait la personne qui était responsable de l'incubateur, il y avait Christian, il y avait moi. Je me suis dit, bon, c'est quand même un peu bizarre. Donc on fait un travail transgénérationnel et je me rends compte que j'arrivais pas à faire d'argent du tout. Parce que moi, à l'époque, c'était en fin 2021. C'est ça. Je me lançais à peine dans l'entrepreneuriat, donc il y a un peu plus de 2 ans. Et je disais, écoute, j'arrive pas à faire d'argent. Mais quand je dis pas d'argent, c'est que, mais zéro, quoi. Aucun client. Et là, il commence à me questionner et tout, et je découvre quelque chose que je savais déjà, mais je découvre qu'un de mes ancêtres, donc dans les années 1800, a été extrêmement riche en France, avait un titre de noblesse et avait tout perdu. Et ça s'est reproduit à 2 fois dans notre famille. Même lignée d'hommes. Et au moment où il me fait un exercice, on travaille là-dessus, je crois que 48 heures après, j'ai une personne qui me rappelle, qui me dit, écoute Alexis, j'adore ton énergie, j'aurais besoin de travailler avec toi. Banco. Et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce passage-là, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que je devrais faire avec mes clients. Parce que Yes. moi, j'étais déjà passionné de psychologie et de la spiritualité, mais dans un spectre qui est parfois extrêmement pragmatique. Hmm. Et je me suis dit, mais ça ramène du pragmatisme à la spiritualité. C'est- c'est extrêmement puissant, en fait. Donc ça, c'était mon premier rapport au transgénérationnel pour moi. Pour toi. Donc l'argent. Après, je l'ai eu dans le couple. Et en fait, ce qui était marquant, c'est que après, dans tous mes coachings, il y a eu du transgénérationnel. Ouais, Et les gens venaient pas t'as forcément pour ouvert la ça. porte. T'as ouvert la Ah porte ouais. et comme t'es monté au niveau de ça. Moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est comment est-ce que tu fais pour remonter aussi loin? Là, t'as parlé de 1800, comme quoi il y avait quelqu'un. En fait, j'aime bien ta question parce que ça fait croire qu'il y a un coup d'arrêt à chaque naissance. Ouais, ouais, c'est Alors ça. qu'en fait, il n'y a rien qui s'arrête, il n'y a rien qui démarre. La Hmm. seule truc qui démarre, c'est toi dans cette vie. Hmm. Mais tu restes le fils d'un tel Hmm. et d'un tel, et donc le petit-fils d'un tel et d'un tel. Et en gros, il faut comprendre, dans la lecture d'une lignée, il y a ton âme qui est venue vivre quelque chose sur Terre, et donc travailler aussi. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui se disent qu'ils vivent un paquet de merde, c'est un entraînement pour devenir une meilleure personne, une meilleure âme. Mais cette âme, elle est venue aussi dans la lignée pour travailler certains trucs. Et en fait, c'est comme si tu avais un fil d'Ariane qui relie tous tes ancêtres. Et ça peut aller très 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 loin, parce que moi j'ai vu du transgénérationnel où j'ai remonté 9 siècles, hein. Hmm. Ok. Donc tu as cette lignée-là,
Et après, tu as les gens entre eux, et puis après, il y a ton âme. Et en fait, rien n'est séparé. Hmm. Et, et puis, après, moi, il y a une dimension que j'aime très pragmatique dans tout ça, c'est que, en fait, c'est Bruce Lipton qui parle de la biologie des croyances. C'est-à-dire que chaque croyance est intégrée dans nos cellules. À partir du moment qu'il y a reproduction, on hérite des cellules de notre père, notre mère. Donc, on hérite forcément de De... leur blocage. Après, il suffit qu'eux les travailler, auquel cas on leur soit un minime. Et parfois, ils l'ont travaillé sans le savoir. Et donc, en fait, à partir du moment que tu t'intègres une dimension scientifique et cellulaire, physiologique là-dedans, bah, tu te rends compte que ça paraît logique que on hérite un petit peu de ça. Puis après, il faut le faire remonter juste à la surface si c'est nécessaire. Yes, ok. Très puissant. Très puissant. Euh, donc toi, ça devient où tu vas le travailler. Donc on entend, tu ouvres la porte et comme par hasard, les clients que tu as en travaillant Mhm. pas pour ça, parce qu'ils viennent pas pour ça. Ouais. C'est rare les personnes qui disent Exactement. j'ai envie de travailler sur du transgénérationnel. Peut-être que ça, à force d'en parler aussi, Ça toi m'arrive sur tes maintenant. réseaux, ouais, ça t'arrive parce que les gens te connaissent J'ai un des peu plus. personnes qui me contactent et qui me demandent que du transgénérationnel. Hmm. Et c'est Et marrant, c'est parce quand que... ces personnes te contactent, elles ont déjà mis des mots sur, tiens, là j'ai ce blocage, mais je pense que ça vient de Ouais. là. Ouais, elles ont déjà fait un peu ce Et en travail de. général, ces gens-là, ils n'ont pas un blocage transgénérationnel. Tiens, Mais tiens, c'est tiens. marrant parce que, tu vois, quand tu m'as envoyé le petit mot pour savoir si on pouvait faire ce podcast et parler de transgénérationnel, je sais qu'il y a un truc que toi, tu dis souvent, c'est de reprendre son pouvoir. Ouais. On va dire 95% des gens qui viennent me voir et qui veulent que du transgénérationnel, ils donnent le pouvoir à travers la lignée. C'est-à-dire qu'ils Hmm. ils donnent vraiment le pouvoir et ils se déchargent des choses. Donc c'est souvent des gens qui sont en mode victime et qui disent oui, mais c'est de la faute d'eux. Ouais, je vois. Et le vrai transgénérationnel, pour moi, hein, c'est quand tu coaches quelqu'un, tu discutes avec quelqu'un et qui se dit ouais, du coup, j'arrive pas à faire d'argent et tout, je dois avoir un problème. Et ces personnes-là, en fait, prennent leur pouvoir en se disant bon, bah, je dois avoir un problème avec l'argent. Je sais pas. Hmm. Et ces personnes-là ont souvent un vrai blocage transgénérationnel. Parce qu'ils font un vrai travail sur eux. Le blocage sur l'argent ou autre persiste. C'est là où on va voir, en effet, il y a du transgénérationnel. Puis après, ça se voit aussi dans les familles. Enfin, il me suffit de poser deux, trois questions, voilà, comme les personnes qui ont du mal à prendre leur place et prendre le leadership. Ok, bah, Hmm. comment ta mère, elle peut-être, ton père, tes parents, et moi, je monte aussi sur les lignées cousins-cousines, parce que souvent, c'est un petit peu corrélé aussi. Et tu te rends compte de ça. Donc, en général, les gens qui viennent me voir pour du transgénérationnel exclusivement et qui me disent je veux que ça, bon, bah, c'est que c'est pas du transgénérationnel. Mais ça, Yes. après, c'est mon expérience qui dit ça. Ouais, c'est ton expérience. Et du coup, la première étape aussi, c'est quand même de reprendre cette responsabilité, de se dire j'ai ce sujet-là, et après on va Ouais. explorer. Ça me fait penser, Ouais. c'est ce que je te disais aussi dans mon audio. J'ai eu un cas il y a très récent. Alors j'en ai eu plusieurs, mais le cas qui m'a marqué, c'est du coup, c'est une personne qui veut développer une nouvelle offre. Elle vient vers moi en disant bah voilà, j'ai envie de parler de mes nouvelles offres. C'est une personne qui fait du chiffre d'affaires, mais en fait, elle veut pricer cette offre à beaucoup plus cher. Elle a une Ok. certaine communauté sur un groupe Facebook à 20 000 personnes, et donc je la questionne. Et elle en arrive à la conclusion que elle n'a pas le droit, elle a peur en fait d'être critiquée si ça marche trop. Et donc on remonte. Je- on va comprendre que son papa, il a été connu parce qu'il a eu une grosse entreprise et il a eu énormément de trahison parce qu'il a eu fait des mauvais partenariats. Et je vais encore un peu plus loin parce que je sentais qu'il y avait encore un truc qui bloquait. Et on remonte à son grand-père qui a eu une énorme entreprise il y a du coup bah, un peu plus d'un siècle, qui a eu une énorme popularité et qui a eu énormément de trahison, de jalousie. Et donc en fait, ça se reproduit dans ces schémas de. Elle me disait très naturellement, mais en fait, si je lance mon offre et que je suis payé, on va me percevoir comme ça, on va me jalouser et potentiellement on va me critiquer. Donc je préfère rester dans ce que je connais, c'est-à-dire ne pas parler de cette offre et de pas mettre ses services parce qu'elle a plein, elle a d'autres services, mais ses services en amont. Et je trouvais ça juste passionnant. Je me suis dit, attends, là, ça me refait penser à Alexis. Il faut que... Mais à quel point c'est assez puissant quand, et tout à l'heure, tu le disais toi-même, c'est t'as pas forcément besoin de les travailler, à part quand tu t'y confrontes toi-même, tu vois. Et t'en prends Mais la oui. responsabilité de te dire, Et après, tu as différents stades. C'est-à-dire que tu as le stade où toi, par exemple, je suis convaincu qu'avec le travail que tu as fait, le transgénérationnel a pu être levé déjà. Soit en totalité, soit à 80%. Parce que je sais que tu as les questionnements et tu as la Hmm. manière de le faire. Et je le vois bien à travers rien que ton physique et ta manière de t'exprimer. Je sais que ça a fonctionné. Mais il y a des personnes, en fait, c'est tellement ancré comme intérieurement comme quelque chose de vu ou de mort que le transgénérationnel est un peu trop puissant et le transgénérationnel là
va aller sur une dimension qui est à la fois psychologique, donc blocage psychologique, Ouais, croyance limitante, mais aussi énergétique. Toi, c'est ouais, cette dimension émotionnelle qui va te peser, qui va te faire croire que, attention, si tu y vas là, tu prends un risque de vie ou de mort, hein. Et intérieurement, vu que le cerveau fait pas la distinction entre la réalité et le virtuel, bah, carrément. il va pas y aller. Il va pas pricer à ce prix-là. Il y a plein de choses. Et c'est assez cool. Mais Et, je trouve ça vraiment passionnant, quoi. non, mais ça se voit quand tu parles. Et même moi, du coup, ça me passionne. Et c'est là où, tu vois, il y a, au-delà, et tu l'as dit toi-même, bon, là, c'était sur la sphère psychologique, mais je sais que ça, on peut aller plus loin parce qu'il y avait pas mal d'émotions que on a traitées gentiment. Mais tu sais que ça peut aller encore un peu plus loin, tu vois, d'aller au bout des choses. Bon, ça prend du temps, hein, de Mhm. travailler sur des choses comme ça. Mais, euh, mais à quel point c'est passionnant. Euh, Tu trouves que depuis que tu travailles sur ces sujets-là, les personnes sont de plus en plus ouvertes à travailler et voient de plus en plus l'intérêt de travailler sur le perso pour impacter le pro. Ça a toujours été un peu cette Ah, dualité. Quand en tu as ce niveau de fait, conscience, tu dis bah oui, c'est essentiel, mais quel est ton avis? mon avis, c'est que tous les chefs d'entreprise qui viennent travailler avec nous veulent travailler sur le pro, le pro, le pro, le Hmm, pro, le pro, le pro, le pro. Et ils sortent de nos coachings, on leur a changé leur business et leur vie. hmm, Moi, c'est le constat que je fais sur les 10 derniers mois, où je me suis vraiment concentré sur le coaching privé, individuel, ultra personnalisé. Et à un moment donné, j'ai une cliente qui m'a dit, il y a 15 jours de ça, elle me dit, Alexis, j'ai découvert que tu avais sauvé ma boîte. Je suis d'accord. Donc c'est une personne qui a 7 salariés et tout. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, des fois, j'aimerais bien comprendre aussi ce qui se passe dans le de coaching. ouf, Toi, de carrément. l'extérieur, de l'intérieur, c'est un peu compliqué, quoi. Je vois, je vois. Et elle me dit, mais c'est pas compliqué, je t'avais donné comme métrique, mon chéri te dira s'il y a des changements. Ok, Hmm, bon, ils se sont mariés, donc c'est-à-dire ça s'est bien passé. Mais en fait, elle m'a dit, c'est pas compliqué, tu m'as permis de voir un cadeau à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose. Tu m'as permis de relativiser et de devenir sereine dans la gestion de mon entreprise, qu'elle soit en crise ou non. hmm, Et elle m'a dit, ça pour moi, c'était du perso. Et ça, je pense que c'est un biais qu'il y a, c'est que les gens qui viennent nous voir pour du pro imaginent que, en fait, on va travailler que sur du pro. Mais moi, la lecture que j'ai, c'est que de toute façon, l'entreprise, c'est qu'un média. hmm, Donc, l'élément D'accord. principal, c'est le chef d'entreprise. Hmm, Mais même quand tu as des salariés. Donc, si vous voulez travailler du pro, de toute façon, on va travailler sur vos croyances, sur votre transgénérationnel, sur votre énergie, sur votre certitude, tout ce que tu veux, sur tes convictions. Donc, on va travailler seulement sur du pro, sur du perso. Et c'est dingue de voir qu'en fait, on passe notre temps. Enfin, moi, genre, là, j'ai une cliente, je pense, je passe 90% de mon temps sur du perso hmm, et 10% sur du pro. Mais si le perso est bien fait, bah après, c'est quoi? C'est de la stratégie, c'est de la vision, c'est du plan d'action. Et donc, les gens viennent tout le temps nous chercher pour du business, mais moi, je suis même pas capable de me dire que je suis coach business, en fait. hmm. C'est d'ailleurs pas du tout l'étiquette que j'ai. Je suis plutôt coach mental, tout ce que tu veux, mais les chefs d'entreprise viennent me voir parce que je suis étiqueté là-dessus et que j'ai des résultats. Mais les trois quarts du temps, c'est le perso Ouais, qui change. moi, il y a toujours cette dualité je rejoins, c'est trop bien ce que tu me partages, cette dualité de dire que tu coaches l'humain. Tu vois, moi, aujourd'hui, quand je me présente, j'ai dit, c'est fini le truc du business, tout ça. Je peux pas parce que je sais ce que je fais derrière. Et j'ai envie que mon identité, ce que je fais et que mes résultats aussi qui viennent complémenter, je fais ça, tu vois. Même si ça t'attire pas parce que tu penses que c'est que du business, c'est-à-dire que t'es pas mon client. Qu'est-ce que tu penses de, vendre le travail sur le perso, ça vend pas, tu vois. Non, je pense que le travail sur le perso, ça vend pas et je suis convaincu de ça. Hmm, Parce que en tant que chef d'entreprise, on vend un rêve. hmm, On vend une identité, on vend euh, une projection, une vision. Moi, ma conviction, c'est que les gens, quand ils viennent signer avec nous, c'est parce qu'ils ont envie que leur business, ils évoluent. hmm, Donc, c'est normal qu'ils aillent vers un coach business. hmm. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est une augmentation de chiffre d'affaires, se sentir plus alignés Ouais, avec leur carrément. business. Après, qu'on leur fasse travailler le perso dedans, c'est pas grave. Et après, je pense qu'il y a un dernier truc. Moi, ça m'avait beaucoup marqué. Je discutais avec une chef d'entreprise qui a un business entre 5 ou 600 000 euros, à peu près. Et je lui expliquais ce que je faisais. Elle a commencé à bien me connaître dans le marché. Donc déjà, moi, j'étais étonné parce que je pensais pas qu'elle me connaissait.
Et je dis, voilà ce que je fais, mais je pense pas faire du coaching business. Elle me dit, non, je t'arrête tout de suite. Tu fais du coaching business. C'est ça qu'on attend des coachs en business. Elle me dit, si moi j'ai besoin d'autre chose, je vais chercher un marketeur. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu fais appel à un marketeur, tu t'attends à, on va dire, du done for you, toi. Mm. Il fait ton tunnel, ta pub et tout. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu une segmentation. Ce qui est important, c'est que l'étiquette qu'on se met, elle soit à notre service et qu'elle attire les bonnes personnes. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Si on veut accompagner des leaders, des dirigeants et des chefs d'entreprise, eh ben, on dit qu'on accompagne des dirigeants, des chefs d'entreprise. Et après, à nous de mettre l'étiquette qui nous permet d'attirer les bonnes personnes. Ouais, c'est ça qui nous permet d'attirer. Trop bien, trop puissant. Euh, on a fait un gros point. Moi, Ouais. je voulais vraiment parler de cette sphère du transgénérationnel parce que ça me revient souvent et je sais qu'il y a énormément de personnes qui, qui sont coincées. D'ailleurs, quel conseil t'aimerais donner à une personne qui sent qu'il a un plafond de verre? Ça fait deux, trois fois, il va voir à droite, à gauche, assez en surface, des nouvelles stratégies. Et ça, c'est régulier, hein. Je pense que dans les avals que tu as, c'est souvent. Et qui se dit, putain, j'ai l'impression d'avoir tout essayé. Il y a sûrement un truc qui va pas. Moi, j'aime bien leur poser la question, c'est quoi les bénéfices que tu as à garder ce que tu as? Yes, carrément, ça me parle. C'est, concrètement, c'est, si tu l'as pas encore lâché, c'est quoi les bénéfices que tu as ou que tu y vois aujourd'hui à conserver ce mode de fonctionnement? On va dire, Hmm, le cerveau, c'est un peu un mode de fonctionnement. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question que j'aime bien poser, c'est, OK, ça changerait quoi pour toi? Et ça m'amène souvent à des biais les gens disent, oui, bah, je ferais plus de chiffre d'affaires et tout. Sauf qu'on se rend compte que dans 80% des cas, le chiffre d'affaires, c'est juste une dimension qui n'a pas d'importance pour les gens, hmm, qui fait pas partie de leur valeur, par exemple. Euh, Par contre, la valeur de servir et d'aider plus de personnes, ça a de la valeur. Et la question, des fois, c'est, en fait, ils n'arrivent pas à lever leur transgénérationnel ou leurs croyances limitantes, tout simplement parce ils câblent sur des valeurs qui n'ont pas d'importance pour eux. hmm, Alors, je dis pas que l'argent n'a pas d'importance pour eux, mais sur leur organisation de valeurs. Et quand je dis valeur, c'est pas l'amour. Je pense que toi, tu vois de quoi je parle, mais je vais essayer de préciser. C'est pas l'amour, la tolérance, le respect. C'est qu'est-ce qui est important dans ta vie et surtout qu'est-ce que ta vie démontre. hmm, Alors, moi, si je regarde mes valeurs, j'ai apprentissage. Il suffit de regarder mon bureau. Il y a 36 bouquins, transmission et business. Ok. Et après, il y a famille. Il n'y a pas d'argent. hmm. Et plus je me câble à l'argent, moins j'en fais. Ça me parle, C'est, moi. c'est- Plus je me câble à l'argent, moins j'en fais. Plus je me câble au fait de servir avec mon don, on va dire, et mon super pouvoir et mes connaissances, plus je sers. Hmm. Et plus je fais d'argent. Ouais, c'est Donc c'est marrant, vraiment c'est se poser cette paradoxal, hein. question-là. C'est quoi ce que j'ai vraiment envie? Hmm, Et la dernière question que je poserai aux gens, c'est, OK, c'est quoi le risque si tu le lâches? hmm, C'est quoi le risque si tu le lâches, le transgénérationnel ou ce blocage? Parce qu'après, il y a un risque aussi de déloyauté, de sensation de déloyauté. C'est pour ça que dans le transgénérationnel, ça me passionne beaucoup parce qu'il faut à la fois rendre cette partie-là qui t'appartient pas et aussi te sentir assez équilibré sur le fait que bah, on n'est pas déloyal, on rend juste quelque chose hmm. à notre famille en fait. C'est trop. Il y a, quand on avait fait le live, tu avais parlé de cette loyauté et qui a tu sais, une sorte de second verrou quand tu fais, Ouais. quand tu traites tout ça. C'est une sorte de petite, le petit dodan sur la route qu'il faut aller voir. Ben ouais, parce qu'en fait, si vraiment, en fait, l'être humain il est toujours en train de se questionner inconsciemment sur une question de survie, hein. Hmm, C'est toujours vie ou mort à chaque fois. Que ce soit dans la personne, l'identité que l'on est, l'identité qu'on est en train d'avoir, euh, le fait de rendre l'âme, factuellement, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est toujours une question de survie. Donc à un moment donné, c'est de se dire, c'est quoi le risque inconscient que je crois que je peux avoir du fait de rendre ça? Bah, je sais pas, on pourrait se dire bah, que bah, je pourrais peut-être mourir, ou mes proches, ma famille, je pourrais m'éloigner de mes proches, tu vois. Parce que du coup, si hmm, toi tu le rends, et que tu as la croyance que ça ne le rend pas chez ton père, par exemple, alors que c'était en lien, bah, tu pourrais te dire, bah, ça se trouve, je vais moins lui parler, ou on sera totalement en décalage, c'est pas possible. Euh, donc ça, c'est assez puissant en général. De vraiment, nous, les amener à prendre conscience, en fait, c'est quoi ce qui joue vraiment derrière ça.
C'est puissant. C'est super intéressant et j'ai hâte de réécouter le replay parce que sur cette fin, en fait, il y a vraiment il y a des questions percutantes. Et encore une fois, c'est toujours dans les podcasts, je le dis, de faire le parallèle avec ce qu'on vit quotidiennement. Euh, Avant de te poser tu sais, j'ai quatre questions pour finir les Mhm. épisodes de podcast. J'ai envie de parler d'un sujet. Je sais que tu es une fille. T'es Ouais. papa depuis maintenant combien de temps exactement? 2 ans. 2 ans, félicitations. On peut Merci. qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ton aventure entrepreneuriale, dans ta posture, la naissance de ta fille? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je suis curieux de. Euh, Ça m'a apporté l'amour inconditionnel. Mm. Franchement, j'ai. Ce qui est marrant, en fait, j'ai une anecdote pour ma fille. Ma fille, c'est le premier et le seul bébé que j'ai porté dans mes bras. Ok. C'est-à-dire que le jour où elle est née, il demande à faire un pot à pot pour rassurer le petit. Donc la maman est en train de récupérer son événement et, la dame me dit est-ce que vous voulez prendre votre fille? Je dis oui, oui, bien sûr. Vous savez comment faire? Pas du tout. Et tu vois, au fur et à mesure qu'elle grandit, même encore aujourd'hui, toi, je me dis, Tain, tu regardes dans ses yeux, il y a un amour inconditionnel. Il t'aime, point barre. Et ce que ça m'a apporté, c'est de me dire, Tain, Alexis, toi, tu te regardais avec ces yeux-là. Prends les yeux de ta fille, ressens le truc, et toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu te regardes avec ça. Qu'est-ce que ça change? Ça a changé énormément de choses. Toi, le truc le plus marquant, c'est ça. C'est cet amour inconditionnel que j'ai pu capter dans les yeux de ma fille. Et à un moment donné, je me suis dit, Alexis, regarde-toi avec les mêmes yeux que ta fille. Regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça a changé beaucoup de choses. Je me suis aimé en tant que chef d'entreprise, je me suis aimé en tant que personne ambitieuse, je me suis aimé en tant que chéri, je me suis Mm. aimé physiquement en tant qu'homme. Ok, c'est Euh, puissant ça. je me suis aimé dans le fait que j'ai du magnétisme et qu'il y a des fois, il y a des trucs que j'explique pas. Je me suis aimé sur le fait de canaliser des choses. Je me suis aimé dans mes passions et de me comprendre. Tu vois, bon, c'est David qui avait partagé ça un jour et après, ça m'a beaucoup marqué de dire, je me suis aimé dans ma bizarrerie. Yes, C'est-à-dire que ça me parle. je suis obsessionnel sur la psychologie, mais moi, j'ai un marqueur fort, c'est au regard, en fait, de l'univers spirituel, de la foi, on va dire, sur l'univers, mais côté aussi ésotérique, mystique et tout. Et longtemps, en fait, je me suis pas aimé avec ce truc-là, en me disant que c'était pas très, très joli et tout. Et l'amour de ma fille, quand je l'ai pris, l'amour inconditionnel, quand j'ai vu ses yeux, je l'ai pris, moi, pour me regarder dans le miroir, j'ai appris à m'aimer, en fait. Mm. Et ça m'a amené à découvrir, en faisant des analyses de marché, que chaque personne qui perce, et si tu as envie d'avoir un niveau de réussite très très élevé, ils ont tous un truc particulier. Ils ont tous une bizarrerie. Et à un moment donné, c'est quand tu apprends à l'aimer que ça avance. C'est vraiment l'élément central qui m'a permis de vraiment shifter. Et j'ai appris aussi que le sommeil avait une grande importance dans ma vie, parce que Tu sinon je suis m'étonnes. moins productif. Voilà. S'il y a un deuxième truc, c'est j'ai fait plus attention entre guillemets à ma santé, mais plutôt holistique. Euh, Mm. pas le sport, mais plus le sommeil et la bouffe. Ouais, Parce que je me suis rendu compte que, en effet, quand tu te lèves beaucoup la nuit, tu te rends compte que tu es un peu moins productif le lendemain. Donc que ça a un impact. Maintenant, elle a 2 ans, elle dort beaucoup mieux, mais j'avouerais que les 6 premiers mois, c'est c'est un peu intense. compliqué. C'est intense. Du coup, il y a une question qui m'est venue sur l'aspect spiritualité parce qu'on en a réoccupé et je trouve ça intéressant. Quelle place ça occupe et comment tu gères cet équilibre? Parce que je sais de l'extérieur, pour certaines personnes qui sont pas du tout ouvertes sur ça ou qui connaissent pas, hein, ça peut paraître un peu perché quand on Mhm. l'explique bizarrement, surtout avec ce qu'on voit. Euh, ouais, quelle place ça occupe dans tes accompagnements avec les chefs d'entreprise et comment tu trouves cet équilibre? Je suis curieux de savoir ça. En fait, la place, elle est moi avec moi-même. Hmm, C'est-à-dire que moi, ma question, c'est comment je peux servir mon client? Vraiment. En fait, c'est la question que je me pose à chaque fois que j'ai mon client face à moi et avant. Tu vois, je prends un temps de pause avant mon coaching et je me dis, là, mon objectif, c'est de servir mon client avec tout ce que j'ai. Et à un moment donné, mon client, lui, il s'en fout de savoir si je capte un truc, si je viens de voir quelque chose, si j'ai une foi, une certitude dans le fait de pouvoir le servir. Franchement, mes clients, ils viennent pas chercher ça. Ou alors, il y en a certains, mais parce qu'ils se disent, au moins, je vais pas paraître perché. Par contre, le truc, c'est qu'à chaque fois que mon client sort d'un coaching privé,
Ils me disent tout ça, c'est dingue parce que tu as tellement foi en ce que l'univers peut nous réserver. Yes. En fait, au-delà d'avoir une conscience, moi j'ai une particularité, hein, c'est que, ok, j'ai une conscience spirituelle. Bon, j'ai découvert que j'étais une dimension de chaman, de médium et tout. Et moi j'ai une grosse particularité, c'est que j'étudie ça. Mm. Je lis beaucoup de livres, de recherches scientifiques, et donc j'ai vraiment cette appétence à la compréhension du système, qui fait que quand je suis avec mes clients, ils trouvent pas ça barré. Ouais, c'est Ils trouvent intéressant pas ça. ça perché parce que je suis tellement pragmatique et cartésien dans le truc. Même quand je leur dis, par exemple, je leur dis franchement, votre âme avant d'arriver sur Terre, elle a écrit les lignes de votre vie, concrètement. T'imagines que notre âme, elle a pris son putain de stylo, s'est dit, bon, qu'est-ce que je dois vivre pour devenir cette personne-là et qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre à l'être dans lequel je vais m'incarner. Franchement, la première fois que j'ai dit ça à quelqu'un, elle a fait un petit moment de recul et elle me dit, ouais, Mm. je sais pas trop. Sauf que moi, derrière, je suis assez cartésien pour dire, en fait, regarde, à 20 ans, tu as vécu ça. Tu en as 30. Est-ce que tu aurais cette entreprise-là aujourd'hui, avec des millions de chiffres d'affaires, si tu n'avais pas vécu ça? Elle me dit non. Elle me dit non, non, c'est impossible. Jamais j'aurais eu cette force, cette résilience et tout. Mm. Je dis ok, tout ce que ton âme a écrit sur ta vie doit se réaliser pour le meilleur. Et c'est une approche qui est extrêmement cartésienne de ce que je veux partager. Et moi, un truc qui me passionne, c'est transmettre en fait et de vulgariser les choses. Donc le côté spirituel, en fait, il ne le voit pas comme si je tirais les cartes ou j'avais mon pendule. Parce que moi, j'ai un côté extrêmement cartésien et recherche scientifique de tout ça. Et je suis capable d'ailleurs d'expliquer des faits spirituels à travers la psychologie. Mm. Donc en fait, je peux travailler avec quelqu'un qui est extrêmement cartésien, ce qui m'est arrivé avec un client qui a une très très grosse entreprise en France. Enfin, tu vois, c'est une personne qui faisait quasiment 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, très cartésien, qui travaillait avec les GAFAM, donc Facebook, Google et Mm. tout. Il faut quand même être ultra carré, quoi. À la fin de l'accompagnement, il était pas surpris en fait. Il était vraiment pas surpris. Parce que je suis pas la personne qui est là pour dire bon, on va appeler tes ancêtres et tout. Non, non, de toute façon, ils sont déjà là, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain qui est en face de moi. Mm. Donc, je pense que tout le monde est spirituel. Je pense qu'il y a un défaut sur le marché du développement spirituel qui est finalement une instrumentalisation des choses et on ne redonne pas leur pouvoir. Moi, mon job, c'est aussi de donner du pouvoir aux gens. Enfin, de permettre aux gens de garder leur pouvoir ou de le reprendre s'ils l'ont perdu. Donc j'ai une dimension spirituelle qui est très cartésienne. Et après, dans mon quotidien, bah, il y a des fois, je capte des choses, des fois j'ai des intuitions, des fois j'arrive à capter des éléments, mais j'en fais pas tout un pataquès en fait. Mm. Ouais, c'est quand Et des c'est fois, utile, on quand il y a doit partager, besoin. voilà. Puis il y a des fois, on doit partager des choses et des fois, non. Toi, j'ai pu voir des choses, par exemple, pour ma conjointe qui a changé de travail pour arriver dans la région. Bah, je sais que j'ai pas besoin d'y partager parce que c'est pas le moment. Ouais, ça me parle aussi beaucoup. C'est quand les gens veulent pas comprendre ou c'est que je sais pas le moment et c'est ok, tu vois. Et puis t'es pas dans cette. Je trouve ce qui fait la grande différence, et moi je le vois avec beaucoup de personnes, en tout cas je dis pas que j'ai ça en plus, mais j'ai pas besoin de prouver, tu vois. Que ce soit sur le coaching, la psychologie humaine. Mais moi je l'ai vu beaucoup avec mes proches et j'ai pas besoin de prouver. Tu me crois ou tu me crois pas. Si t'as besoin de croire quelque chose, tu me demanderas, tu vois. Et je t'expliquerai à ma façon, en lien avec ce que ta demande. Mais c'est pas moi qui va dire, mais si, il faut faire ça, il faut ouvrir sur la spiritualité parce que. Non, tu sais, c'est pas cette notion de prouveur, je trouve, qui fait la différence. Moi, je crois qu'il y a un truc qui m'aide beaucoup. Et après, on pourra clôturer là-dessus. Il y a un truc qui m'aide beaucoup, c'est que dans mon parcours, j'ai quand même passé 10 ans à enseigner jusqu'à l'agrégation. Et dans mon parcours de prof, en fait, à un moment donné, je me suis dit, soit je deviens chef d'établissement et j'essaie de monter au ministère pour changer les choses. Toi, je m'étais dit, ça se trouve, à 50 ans, je serai ministre de l'Éducation nationale, ce qui était une de mes visions. Et je sais que j'ai toujours été passionné par l'enseignement pour que ça impacte les gens. Toi, j'étais responsable d'élèves décrocheurs, en fait, d'une classe où les élèves, ils avaient plus envie d'être à l'école. Hmm, Donc, mon job, c'était pas de leur enseigner quelque chose, c'était de leur donner envie d'apprendre et d'avoir un sens à leur vie. Et donc, dans la spiritualité et la psychologie, ça m'aide énormément parce que mon job, ça reste le même, c'est de vulgariser les choses pour que les gens ils puissent comprendre que voilà comment ça se passe, voilà ma lecture. euh, et après, qu'est-ce que tu as envie d'en faire? C'est ça la vraie question de la spiritualité, c'est qu'est-ce que tu as envie d'en faire? hmm, Sous quelle forme tu as envie de le vivre? Est-ce que tu as envie de prier? Est-ce que tu as envie de méditer? Est-ce que tu as juste envie
D'être questionné sur c'est quoi la vie, ou alors dans ton business, te dire tiens, tiens, j'ai eu une idée, est-ce que c'est une intuition ou pas? Au final, on s'en moque un peu. Qu'est-ce que j'en fais en fait? C'est ça pour moi le plus important. C'est puissant. C'est une belle conclusion pour tout ça. Comme je t'ai dit, j'ai trois, quatre petites questions Ouais. assez actionnables. Si tu avais la possibilité de revenir en arrière sur ton parcours de vie et avec tout ce que tu nous as partagé, et la possibilité de changer quelque chose, est-ce que tu changerais quelque chose? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi aussi? Je changerai rien du tout. Tiens, tiens. Pourquoi? Juste Vraiment. rapidement. En fait, je Tu changerai nous rien l'as du dit, tout parce hein, que mais moi, j'ai 35 ans, j'ai un enfant, j'ai une femme qui m'aime, j'ai une entreprise qui commence à bien grossir. Et je me dis, en fait, ce que j'ai vécu, je devais certainement le vivre. Et je voudrais Hmm, rien changer. Parce que ça se trouve, dans 5 ans, je serai exactement où j'ai envie, avec le niveau d'impact que j'ai envie. Et si je change quoi que ce soit, ça va peut-être pas aller plus vite, ça se trouve, ça va juste changer totalement ma trajectoire. hmm. Donc je me dis, en fait, j'ai rien envie de changer, vraiment pas. Parce que sinon, en plus, tu passes ton temps dans le passé, et c'est un peu chiant. Yes. Du coup, ça me fait rajouter une question, une réponse actionnable de ta part, Mhm. j'attends. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui traverse une situation compliquée? Et une situation compliquée, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la perte d'un proche, la séparation d'un conjoint conjointe, ça peut être la perte d'un chiffre d'affaires, la fermeture d'une entreprise. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne, du coup, vis-à-vis de ta réponse auparavant? Alors, je vais faire rire tous mes clients qui vont écouter ça. La seule question que je poserai, c'est quoi le cadeau? Yes. Même si on perd quelqu'un, même si on arrête une entreprise. Vraiment, hein, moi j'ai perdu des proches. J'ai une très très bonne amie à 18 ans qui a décidé de partir dans des situations assez complexes. À un moment donné, je me dis, mais c'est quoi le cadeau? À un moment donné, j'ai un impayé de dingue qui a mis ma trésor. Et franchement, je me demandais si je n'allais pas arrêter. Et longtemps, je me suis dit, tain, c'est quoi le cadeau? C'est quoi le cadeau? Aujourd'hui, j'ai eu mon banquier au téléphone il y a 15 jours. Il m'a dit, j'ai jamais vu un compte en banque d'entreprise aussi propre que le vôtre. Hmm, Et je dis, bah ouais, bah c'est le cadeau d'un mec qui m'a jamais payé. hmm. C'est le cadeau d'un moment où il restait 50 euros sur le compte. Et j'avais une formation à payer, il fallait que je me paye aussi, bien faire manger ma petite aussi. Et puis moi, tu vois, le seul truc que je voudrais dire, posez-vous des questions, c'est quoi le cadeau? Et soyez vraiment humble là-dessus. Hmm. Et surtout que dans ta question, en plus, on n'enlève pas l'aspect négatif du moment qu'on vit, c'est juste de regarder un peu, tiens, qu'est-ce Bah qu'on oui. peut De en tirer de cette situation de... Donc, toute façon, posez-vous. c'est D'ailleurs, là. c'est là. Oui, Donc, exactement, c'est ça. tu ne pourras pas le changer. Tu peux juste changer le regard qu'il y a dessus. Donc, c'est quoi le cadeau? Et je peux te garantir qu'à chaque fois qu'il y a un événement, encore plus quand il est difficile, il y a un magnifique cadeau. Et dans quelques années, je vais peut-être me dire, tiens, t'as vu, bah là, j'en suis là. Eh ben, jamais, ça se trouve, j'aurais rencontré cette femme, t'aurais eu cet enfant, t'aurais eu cette boîte. Franchement, toutes les difficultés que j'ai eues dans mon entreprise en 2 ans, je me dis, là, je suis en train de me traîner sacrément fort pour servir aussi des personnes qui vont vivre la même chose. Yes. Euh, Avant-dernière question. C'est une question qui est un peu contradictoire, mais j'aime bien la poser pour voir ce que tu vas me répondre. C'est comment est-ce qu'on fait pour rater ou rater. Ouais, comment est-ce qu'on fait pour rater quelque chose? Rater quelque chose qui est important pour soi. Genre, si tu devais faire un peu la stratégie de la réussite pour rater, ça ressemble à quoi? Bah, t'essayes pas. Ok, la première étape, c'est pas Déjà, essayer. première étape, t'essayes pas. Deuxième étape, tu essayes, mais tu t'y crois pas, quoi. C'est-à-dire que tu essayes juste pour dire aux gens, j'ai essayé. Ah, donc pour dire aux gens, mais intérieurement, Ben ouais. Et yes, moi, ok. un jour, j'ai fait un petit séminaire avec des clients et je leur ai dit, la prochaine fois que vous me dites que vous essayez quelque chose, on va faire une expérience. Et j'ai un client qui me dit, ouais, je vais essayer. Je dis, d'accord, viens. J'ai mis une chaise au milieu de la salle. J'ai dit, maintenant, essaye de t'asseoir. Et il me dit, mais c'est pas possible, je vais tomber. Je dis, bah oui, c'est soit tu tentes pas. Mais essayer, ça veut dire qu'il n'y aura pas de résultat au bout. Tu Hmm, n'auras jamais les fesses qui vont coller contre la chaise. si, Donc, c'est-à-dire que vous êtes engagé, mais vous dites juste, oh, je vais essayer. Et hmm, donc, vous ouvrez une énorme porte au fait de vous dire, ouais, j'ai pas réussi. c'est impeccable. Juste ces deux étapes, en vrai, Je pense que ça résume pas mal de. ça résume pas mal de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat ou soit qui veulent se lancer ou des personnes qui sont déjà lancées depuis longtemps, qui veulent, par exemple, une nouvelle offre pour ta cliente ou d'autres trucs, qui disent, ouais, j'ai essayé. Ok, bah, si tu me dis que tu as essayé, ça veut dire que tu as ouvert la porte à plus de 50% de te dire déjà dans ton esprit, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Ouais, carrément.
Et soit tu y vas à 100%, en prenant des garde-fous, hein, si tu veux, en termes de trésorerie, en termes de santé et tout, mais tu y vas. Parce que les gens, souvent, ils ont une vision biaisée de ce qu'ils veulent atteindre Mm. et de la manière dans la matière, comment ça doit se présenter. Et donc, ils font juste des petits pas, et puis à un moment donné, ils se disent, oh non, 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 t'as vu, ça n'a pas fonctionné. Mais ils ont juste Yes. ouvert la page de couverture, quoi. Carrément, ça me parle beaucoup, ce que tu dis. C'est quoi, en rapport avec le titre du podcast de Et si on s'autorisait, c'est quoi la prochaine autorisation, toi, en tant qu'entrepreneur, peut-être en tant que papa, ce qui te viendra le plus, que tu as besoin de te passer pour passer au prochain stade, atteindre ton prochain objectif? Je crois que ça revient à notre début de discussion, et c'est très très marrant, c'est d'accepter d'avoir de la valeur dans ma bizarrerie et d'avoir de la valeur aux yeux de beaucoup de personnes. Ok. Euh, c'est juste m'autoriser ça, de me dire en fait ce que j'apporte, et c'est un travail que j'ai fait déjà il y a à peu près un mois et qui a changé beaucoup de choses, mais c'est de me dire, c'est pas parce que je vais être comme quelqu'un que je vais réussir à servir plus de personnes, à développer mon business à l'impact que j'ai envie, c'est juste accepter que moi j'ai de la valeur telle que je suis. Hmm. Et avec l'évolution qu'il y a eu aussi de mes formations en coaching, de mes coachings que j'ai reçus, de mes clients et tout, j'ai assez de valeur pour être inspirant et aider des gens Hmm. avec ma bizarrerie. Donc c'est ça la prochaine autorisation. De me dire en fait, j'ai pas besoin d'être comme quelqu'un. Tu vois, des fois on voit des personnes qui veulent se lancer, qui disent ouais mais tu vois un tel, ils ont des mentors, ils disent ouais mais je peux pas faire ça parce que lui il est comme ça. Hmm. Bah ouais, mais avant d'en arriver là, Il était il est fou. passé par plein d'étapes. Hmm. Et c'est juste s'autoriser à se dire tiens, bah, Alexis, t'as aussi de la valeur à ce niveau-là dans ta bizarrerie. Voilà. T'as un exercice actionnable que tu peux passer. Moi, je sais que j'ai des exercices que je donne, mais même à tout type de personnes, des personnes qui sont plus avancées socialement dans leur vie, par rapport à leur âge, plein de trucs. Un exercice vraiment actionnable sur comment est-ce que je peux faire cet exercice pour m'apporter de la valeur, hein. Moi, j'ai un exercice que j'aime beaucoup faire avec des clients, c'est l'exercice des bénéfices et inconvénients. Hmm. C'est Ok. quoi les inconvénients si tu t'autorisais? Ok. C'est quoi les bénéfices de ne pas t'autoriser? Donc, c'est un principe de dépolarisation qu'on a Hmm. beaucoup aussi en PNL et autres. Et c'est assez puissant parce que ça fait descendre toute la charge mentale. En fait, ça fait tomber d'un piédestal quelque chose que tu as mis dans ta tête comme quelque chose, le truc un peu ultime. Hmm. Et ça te permet de rééquilibrer, avec ta fameuse loi d'équilibre, entre les inconvénients que c'est de manifester ça. Par exemple, un jour, j'ai un client qui me dit, oui, mais je pourrais faire 1 million d'euros. Je dis, bon, d'accord, ok, pas de problème. Je vois qu'il peut le faire. Euh, et première séance, j'ai fait, tiens, on va faire un petit exercice que tu ne vas pas aimer. On va voir les inconvénients que c'est de faire 1 million d'euros. Et c'est quoi les bénéfices de rester avec ta société telle qu'elle est? Ça me parle, Et ça en me parle. fait, juste ça, ça lui permet de faire redescendre les choses. Et en fait, ça fait tomber plein de barrières euh, sur le fantasme qu'il a. Et en fait, Et de le faire pour les bonnes raisons. il a fait son million, en fait. Hmm. Mais il l'a fait en étant 10 fois plus connecté avec lui-même. Et ça lui a donné, en fait, une sorte d'autorisation. Donc ça, c'est un exercice que moi, je proposerai aux gens à travers ça. Donc c'est vraiment, particularité de l'exercice, c'est vraiment quels sont les inconvénients d'atteindre l'objectif Hmm. et les bénéfices de rester dans votre situation. Et des fois, les gens ils disent, ouais, mais du coup, je comprends pas, c'est quoi l'inconvénient? C'est bien Non, d'avoir non, reprécisé, non mais c'est carrément. vraiment important. Parce que les gens ont l'habitude de dire, c'est quoi l'inconvénient de rester dans ma situation? C'est quoi les bénéfices d'aller chercher la Mais c'est plus situation facile de rêvée? le voir comme ça de toute manière, hein. Bah Alors oui, que mais en bon, fait, le c'est contraste. biaisé. Bah oui, c'est biaisé. Donc voilà, ça, c'est un Trop exercice que je ferai. puissant, trop cool. Et pour finir, est-ce que tu as un mot de la fin? J'ai cette petite habitude, un mot qui te vient, soit qu'on a dit, soit qui te parle principalement, au moins pour les personnes qui iront jusqu'au bout de l'épisode. Moi, souvent, ça Hmm. m'arrive de recevoir, je sais que Jérém m'avait passé carotte, je crois, un truc comme ça. Euh, des fois, à 23h, je reçois carotte, je sais pas pourquoi. Ah, je voudrais être un peu plus sérieux, mais je dirais en fait, n'attendez pas qu'on vous accorde de la valeur, enfin, n'attendez pas de croire qu'on vous accorde de la valeur ou que vous avez de la valeur aux yeux des autres. Ok. Parce que les 3 quarts du temps, voire dans 95% des cas, on vous accorde de la valeur, mais pas de la manière dont vous vous attendez. Donc vous ne le voyez pas. Yes, ok. Donc câblez juste vous sur si je veux avoir de la valeur aux yeux des autres, il faut que j'ai de la valeur à mes yeux. Hmm. Et si vous envoyez concombre Voilà. à Raphaël, Voilà, concombre. On c'est va qui, faire les fruits. c'est qui sera, c'est qui sera au bout.
C'est qui sera au bout. C'est bien. Trop bien. Pépite la conclusion. Je te remercie. Franchement, c'était. C'est moi. C'est. Je pense que même moi, en le réécoutant, je vais prendre des petites pépites. J'aime bien réécouter mes épisodes parce qu'à chaque fois, tu sais, quand tu revisualises tes propres coachings, Hmm. tu C'est observes toujours mortel, des nouvelles clair. choses, des nouvelles prises de conscience. Donc, merci d'avoir pris ce temps. C'était un bel exercice. Moi, ça m'a Avec fait plaisir. extrêmement plaisir. Et envoyez concombre si vous êtes arrivé à la fin. Et prenez ce que vous avez à apprendre, n'oubliez pas. Je vais. Ciao. Ciao.